Bonjour à tous, Alex de CoinTips, toujours en direct de l'île Maurice. Alors aujourd'hui, petit changement de décor. Je ne suis pas chez moi, mais dans l'un de mes appartements à Maurice. Alors, aujourd'hui, nouveau sujet, on va parler Bitcoin, on va parler destruction créatrice, on va parler Lightning Network. Alors, si tous ces mots ne vous évoquent rien, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Et je vais également vous expliquer de quoi est-ce qu'on va vraiment parler en fait dans cette vidéo. On va juste essayer de comprendre, donc vous et moi, est-ce que le Bitcoin a une chance de survie? Est-ce que le Bitcoin reste un bon investissement pour les 2, 3, 4, 5, 10 prochaines années? Je pense que c'est un truc qui intéresse beaucoup de monde. Beaucoup de personnes entendent parler, le Bitcoin ne sert plus à rien, le Bitcoin coûte trop cher à transférer, est beaucoup trop lent, le réseau est surchargé. Et en gros, j'ai vraiment envie qu'on discute de ça et qu'on se pose et qu'on se dise concrètement, est-ce que le Bitcoin a une chance de survie ou pas? Alors, qu'est-ce que, avant tout, la destruction créatrice? C'est un terme qui existe depuis très 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 longtemps. Et pour le simplifier au maximum, je vais juste vous donner un exemple. Je pense que tout le monde connaît MySpace. Ou du moins l'ont connu. Parce que MySpace, aujourd'hui, il existe, mais il n'est plus du tout comparable à ce qu'il était auparavant. MySpace, c'est quoi? MySpace, c'était le site, le réseau social de référence entre 2005 et 2008. Il était vraiment au top, au-dessus de tout le monde. Il avait même surpassé Google en 2006 en termes de trafic, pour vous dire comment est-ce qu'en fait ce site était utilisé. Et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, il est où? Aujourd'hui, il est à son plus bas niveau. Il ne vaut quasiment plus rien. Il y a beaucoup moins de trafic. Je crois qu'en fait, il est classé dans les sites, dans le rank des sites les plus visités, il a été relégué à la 4000e place, alors qu'il a été à la première place en 2006. Pour vous dire comment en fait le site s'est fait détruire. Et il s'est fait détruire par qui? Par Facebook. Donc, qu'est-ce que c'est que la destruction créatrice? C'est-à-dire que un site qui, à la base, écrase tout le monde, capte une grosse quantité en fait de parts de marché, se fait rétamer par un autre site, donc par une autre technologie ou par une autre compagnie, qui va tout simplement faire mieux qu'elle, qui va apprendre d'elle, prendre le meilleur et faire encore mieux. C'est ça en fait. Et ça arrive partout, je veux dire. Partout, il y a des projets qui vont amener des nouvelles technologies, mais qui ensuite, au cours des années, ne vont pas réussir à suivre, on va dire, la tendance et vont se rétamer. Ça arrive vraiment très souvent. Et en fait, la question qu'on peut tous se poser, c'est est-ce que le Bitcoin ne va pas subir l'effet de destruction créatrice? Donc ça a été l'un des premiers. Est-ce qu'il va pouvoir perdurer? Est-ce qu'il va pouvoir rester dans le temps? Ou est-ce qu'il va se faire exploser par une autre crypto qui va juste l'écraser, comme a pu faire Facebook avec MySpace? Donc là, c'est juste pour imager et pour vous expliquer juste ce qu'est la destruction créatrice. Il n'y a pas vraiment en fait de point de comparaison entre MySpace et Bitcoin, bien évidemment. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que le Lightning Network? Tout simplement, c'est la technologie que les développeurs mettent en avant et qui devrait sauver le Bitcoin. On va en parler un tout petit peu après. On va un petit peu essayer de comprendre les pour et les contre. Donc cette vidéo sera vraiment le plus objectif possible. Moi, je prends pas une part ou une autre part. Je suis pas anti-Bitcoin ou pour Bitcoin. Vraiment, je veux qu'on se pose et qu'on se dise, ok, est-ce que le Bitcoin a des chances? Si oui, comment? Sinon, à cause de quoi? Alors, le Bitcoin, avant tout, il faut savoir qu'il existe depuis plus de 9 ans maintenant. Donc ça commence à faire. En 9 ans, il a connu beaucoup de choses, beaucoup d'épisodes, beaucoup de crashs, beaucoup de problèmes techniques. Mais il est toujours là, il est toujours au top. Donc, est-ce que le Bitcoin va pouvoir continuellement en fait réussir à toujours être au top comme il a toujours été? Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment qu'on essaye de comprendre, vous et moi aujourd'hui. Alors, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui pourrait mettre en doute le fait que le Bitcoin soit capable d'évoluer? Un événement très récent, le SegWit, d'accord? Je pense que beaucoup en ont entendu parler. Donc le SegWit, si vous voulez savoir ce que c'est, je pense qu'il y a d'autres vidéos qui en parlent très bien. Rapidement, qu'est-ce que c'est que le SegWit? On prend le témoin, donc c'est un témoin qu'il y avait dans chaque transaction, et en gros, on l'a mis dans un bloc secondaire, donc pas dans le bloc principal. Qu'est-ce que ça a comme effet? En fait, de réduire la taille des transactions, et si on réduit la taille, on va réduire les frais. Parce que bien évidemment, on paye les frais en fonction de la taille de notre transaction, et non pas en fonction du nombre de bitcoins qu'on va envoyer, ce qui n'a absolument rien à voir avec la taille d'une transaction. Je peux envoyer 10 bitcoins qui va me coûter très peu en termes de frais,
envoyer un Bitcoin qui va avoir une transaction qui sera beaucoup plus lourde et qui va me coûter beaucoup plus cher. Donc ça, c'est aussi bien de préciser que ça n'a rien à voir le nombre de Bitcoin qu'on va transférer. Ce n'est pas comme ça que les frais sont calculés. Donc le SegWit, en gros, ça a été un calvaire pour l'implémenter. Il a été implémenté à moitié. C'est-à-dire qu'en gros, il devait être fait en deux parties. D'une première partie, il devait enlever donc ce témoin dans toutes les transactions, ce qui a été fait. Mais concrètement, est-ce qu'il a été adopté? Non. À l'heure où je parle, il y a environ que 20% des porte-monnaies qui sont compatibles SegWit. Donc ça veut dire que tous les autres continuent à mettre le témoin dans les transactions et donc à avoir des transactions qui sont plus lourdes et qui vont donc coûter plus cher. Donc 20%, c'est pas grand-chose. Et en plus, l'autre fiasco, ça a été le SegWit 2X, qui était censé doubler la taille des blocs de 1 MB à 2 MB, chose qui n'a jamais été fait et qui a été suspendue. Donc, ces deux mises à jour, qui n'étaient pas non plus des énormes mises à jour, sont un fiasco. Le Lightning Network, on va en parler un tout petit peu après, c'est une mise à jour majeure. Ça va drastiquement changer tout le système, tout le fonctionnement en fait du Bitcoin. C'est-à-dire que vraiment, ça va être une très très lourde mise à jour. Et là maintenant, en fait, la question qu'on se pose, c'est ils n'ont pas été capables de mener jusqu'au bout les mises à jour du SegWit sans problème. Est-ce qu'ils vont réussir à mettre en place le SegWit? Mais ça, on va en reparler donc un petit peu plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il y a en fait comme gros problème aujourd'hui, pas que sur le Bitcoin, mais on va parler plus spécifiquement du Bitcoin, l'évolution. Il n'arrive pas à évoluer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui arrivent et le réseau n'arrive pas à suivre, tout simplement. Le réseau n'arrive pas à suivre et donc aujourd'hui, transférer des bitcoins, ça coûte en moyenne 20 $. Oui, 20 $ pour transférer du bitcoin. N'importe quelle somme. Comme j'ai pu le dire auparavant, ce n'est pas la somme qui compte pour calculer les frais, mais la taille de votre transaction. Parce que c'est ça qu'on paye en fait, c'est la taille d'une transaction qui va ensuite être mise dans un bloc qui lui a une taille maximum de 1 MB. Donc forcément, c'est la taille que nous on prend dans le bloc qui va influer sur le prix qu'on va devoir payer pour qu'on mette la transaction dans le bloc. Donc plus de 20 $ parce qu'en fait il y a tellement de personnes qui veulent mettre leur transaction dans le prochain bloc que forcément en fait c'est comme une enchère. Plus on paye, plus on aura de chance d'être pris dans le prochain bloc. Et donc forcément, vu qu'il y a tellement de transactions et qu'en fait le nombre de blocs, lui, ne bouge pas. Donc il y a un bloc de 1 MB toutes les 10 minutes et ça ne bouge pas. Donc tellement il y a de monde, et vu qu'en fait le Bitcoin ne peut pas gérer plus de transactions par seconde, ben, tout simplement le prix explose. Et également les lenteurs explosent parce que tout le monde n'est pas prêt en fait à payer ces 20 $. En fait, il suffit de payer un tout petit peu moins pour avoir une transaction qui va durer plusieurs heures avant d'être prise en compte par les mineurs. C'est ça le gros problème. Aujourd'hui, en fait, le Bitcoin, on ne peut plus payer avec. Le réseau est tellement surchargé qu'on ne peut plus payer avec. Donc, concrètement, à quoi sert aujourd'hui le Bitcoin? Pas à grand-chose. Mais il sert toujours à une chose, et c'est, je pense, ça qui tire un peu les prix vers le haut. Le Bitcoin est essentiel pour acheter des altcoins. Vous savez, toutes ces autres crypto-monnaies qu'on ne peut pas échanger directement avec des monnaies fiduciaires comme l'euro ou le dollar, mais qu'on doit échanger avec du Bitcoin, voire de l'Ethereum, qui lui aussi devient un petit peu une monnaie de référence pour échanger. Mais le Bitcoin reste quand même maître par rapport à ça. Et c'est même pour ça en fait que quand le Bitcoin chute, ben, toutes les autres monnaies chutent parce qu'elles sont toutes échangées en Bitcoin. Donc forcément, quand la monnaie d'échange chute, ça va également impacter le prix de toutes les autres. Ça, c'est logique. Donc voilà le gros souci. On a un gros souci et on a aussi un gros monopole au niveau des mineurs qui sont principalement basés en Chine, et apparemment c'est en train de changer parce que la Chine n'en veut plus. Mais auparavant, 80% de la puissance de minage était en Chine. Alors on dit que le Bitcoin est décentralisé, mais en fait quand toute la puissance de calcul est au même endroit, c'est comme avoir un système quasiment centralisé. Parce qu'on peut voir qu'il suffit que la Chine rende illégal le minage pour qu'en gros on perde 80% de la puissance de calcul. Mais j'ai envie de dire en soi c'est pas dramatique parce que même si on perd 80 ou 90% de la puissance de calcul, ça ne va en rien impacter le réseau. En fait on peut avoir 2 mineurs comme 10 000 mineurs, ça ne va rien changer en fait à la rapidité du réseau. Parce qu'à chaque fois c'est un seul mineur qui mettra le bloc. Donc peu importe en fait le nombre de mineurs, peu importe. Au contraire, j'ai envie de dire au contraire. Il y aura beaucoup moins de concurrence, donc beaucoup moins de problèmes de scalabilité. Mais bon, ça c'est un sujet qu'on pourrait parler des heures et des heures. Alors,
Qu'est-ce que le Bitcoin met en avant pour régler tous ces problèmes de scalabilité, donc d'évolution, de frais de transaction, de rapidité, qui affectent énormément le réseau Bitcoin et qui en fait empêchent les compagnies tout simplement d'opérer. Toutes les compagnies qui marchent grâce au Bitcoin, aujourd'hui, elles doivent payer 20 dollars pour chaque transaction. Vous imaginez bien que c'est intenable, c'est intenable. Et donc beaucoup migrent sur d'autres projets, malheureusement, comme le Bitcoin Cash, qui par exemple, lui, a des frais de transaction extrêmement faibles, moins de 10 centimes, il me semble, parce qu'ils ont des blocs de 8 mégabytes. Donc ils peuvent gérer beaucoup plus de transactions par seconde. Donc le Lightning Network, ils mettent ça en avant pour tout. Donc il faut quand même savoir qu'on en parle depuis plus de 2016. Et pour l'instant, on n'a quasiment rien vu. Alors oui, il y a eu une petite démonstration qui a été faite avec une centaine de nœuds, mais concrètement, ça reste toujours en alpha. Donc en alpha, pour ceux qui ne connaissent pas trop les phases de développement, c'est la première phase de développement. C'est celle où en fait, on va avoir le plus de bugs parce que c'est la première version, très souvent extrêmement buggée. Et très souvent, entre une alpha et une mise en production, donc une utilisation par le grand public, il peut se dérouler plusieurs années, en fonction de comment est-ce que l'alpha évolue, alpha, puis bêta, puis mise en production. Donc là, on est en alpha, donc ça veut dire qu'on est vraiment au début, il n'y a eu que des tests à petite échelle, on est très loin, très très loin d'avoir des tests à grande échelle. Donc attention, ne vous enflammez pas trop avec le Lightning Network, pour l'instant, il n'y a rien de concret. D'accord? Pour moi, il y aura un truc de concret le jour où il y aura vraiment des tests à grande échelle. Pour l'instant, on en est vraiment très très loin. Alors, le Lightning Network, c'est un peu leur solution à tout. Solution d'évolution, baisse des frais, augmentation considérable du nombre de transactions par seconde. Ils affichent même des milliards de transactions par jour maintenant. Donc on est vraiment très très loin de ce que fait le Bitcoin aujourd'hui. Est-ce que c'est pas trop, j'ai envie de dire? Est-ce qu'ils le vendent pas trop? Est-ce qu'ils vendraient pas un petit peu du rêve? C'est ça en fait qu'il faut qu'on se pose comme question. Qu'est-ce que c'est en fait que le Lightning Network? Pourquoi sur le papier il écrase tout le monde? Aujourd'hui en fait personne n'est capable de gérer des milliards de transactions par jour. On a Ripple qui arrive à s'en sortir à peu près bien avec 1500 transactions par seconde. Et en gros Bitcoin arrive, il dit non mais nous on va écraser tout le monde, ne vous inquiétez pas. Alors que ça fait des années et des années qu'ils luttent, qu'ils mettent des pansements sur des hémorragies avec leur Segwit, qui en fait tout simplement n'a servi absolument à rien, je suis désolé de le dire. Ça a colmaté pendant quelques jours le gros souci qu'il y avait avec les frais, etc., qui ont baissé certes, mais après ça a tout de suite réaugmenté. Donc en gros, ils font du colmatage sur des hémorragies, ça ne sert à rien. Et là par contre, là ce qu'ils nous sortent, c'est le Graal, quoi. Vraiment, ils veulent nous sortir le Graal. Alors ça, ils en parlent depuis très très longtemps. Concrètement, le Lightning Network, c'est quoi? Alors c'est tout simplement des transactions qui vont se faire de vous à moi en dehors de la blockchain. Parce que c'est ça le problème en fait. Le problème aujourd'hui, c'est le fait de devoir passer par la blockchain qui entraîne un lourd processus pour sécuriser en fait la transaction. Concrètement, le Lightning Network, donc c'est quoi? Si moi je fais, par exemple, j'envoie des bitcoins à Julien. Donc, ok, notre transaction passe par la blockchain. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer avec le Lightning Network? Une fois que j'aurai fait cette transaction, il y aura une connexion qui va être faite de Julien à moi. Et vu qu'on a déjà fait une première fois une transaction, on va être capable de passer en dehors de la blockchain pour refaire d'autres transactions qui seront, elles, beaucoup plus rapides, qui vont quasiment rien me coûter. Et l'intérêt de ça, en fait, c'est tout simplement que plus les gens font des échanges, plus ils vont créer des connexions. Et l'intérêt, en fait, c'est ensuite de pouvoir créer des routes. Donc, par exemple, Julien, lui, va échanger avec Sarah. Donc, il va y avoir une connexion qui va être créée entre Julien et Sarah. Vu que Julien et Sarah communiquent entre eux et que Julien et moi, on communique entre nous, moi, je suis capable de communiquer avec Sarah grâce à Julien. Et c'est ça, en fait, tout l'intérêt du Lightning Network, c'est que plus de personnes vont communiquer entre eux, plus de personnes vont créer des relations entre eux, et donc à chaque fois, il y aura des liens pour que moi, je puisse contacter X personnes. Donc tous ces liens, en fait, donc par exemple, si moi, je veux envoyer de l'argent à Sarah, il faut que je passe par Julien. Et donc, forcément, il faut que Julien, lui, il ait une certaine liquidité et qu'il m'applique également des frais, parce que bien sûr, il ne va pas le faire gratuitement. Mais ce sont des frais qui seront beaucoup moins importants. C'est ça, en fait, globalement. Donc, c'est créer un réseau en dehors de la blockchain pour échanger. Ça apporte bien évidemment beaucoup d'avantages, mais aussi d'inconvénients. Donc je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail ici.
Je vais tout mettre en fait dans la description parce que honnêtement c'est assez technique. J'ai pas envie en fait de vous embrouiller. Donc je vais tout mettre dans la description. Il y a beaucoup d'articles. Bon, c'est principalement en anglais malheureusement. En gros voilà, ça va apporter beaucoup plus d'anonymat. Par contre attention, en fait, est-ce que ça va résoudre tous les problèmes? Il y a beaucoup de personnes qui disent non. Il y en a d'autres forcément qui disent oui. En fait, c'est assez compliqué tant que c'est pas en place. Honnêtement, ça va être très compliqué de savoir concrètement est-ce que ça va vraiment résoudre tous les problèmes ou pas. Il y aura toujours des personnes pour le mettre en avant, il y aura toujours des personnes pour en dire du mal, mais tant que la technologie ne sera pas en place, j'ai envie de dire, on ne sera pas. Voilà. Donc, selon moi, s'ils arrivent à faire ce qu'ils disent sur le papier, exactement, oui, le Bitcoin pourra être sauvé et oui, le Bitcoin pourra repartir à un niveau beaucoup plus haut qu'il est actuellement. Aujourd'hui, le Bitcoin est à environ 33% de part de marché. Il a considérablement perdu. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il était à plus de 80% de part de marché. Il a vraiment perdu une énorme place par rapport aux autres crypto-monnaies. Il a perdu une grosse influence. Est-ce que le Lightning Network va lui permettre de récupérer un petit peu sa place de première bien plus en avant par rapport à ce qu'il est maintenant? Peut-être, peut-être pas. Concrètement, en fait, le Lightning Network, on est très loin en fait d'une mise en production, comme j'ai pu le dire auparavant. C'est une alpha et c'est vraiment un système complètement différent. J'ai envie de dire, c'est quasiment recréer une blockchain, d'accord? En point de vue développement et technologique, ça va vraiment apporter beaucoup, mais il y a énormément à faire. Et pour l'instant, il n'y a rien qui prouve qu'ils ont terminé leur développement et que ce qu'ils ont fait est prêt pour la grande échelle. Non, 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 absolument pas. Ils ont fait des tests à très petite échelle. On est très loin d'avoir une solution fonctionnelle à grande échelle avec des millions de personnes interconnectées entre elles. On est vraiment très loin de ça. Pour l'instant, on a une alpha. Une alpha, concrètement, c'est quoi? C'est vraiment une première version. Si je vous dis l'alpha de la blockchain, l'alpha du Bitcoin, mais croyez pas que c'était fonctionnel et que ça marchait du tonnerre dès le début. Hein. Non, non, non. Le Bitcoin a mis beaucoup de temps à bien fonctionner. Il y a eu des gros soucis, il y a eu des problèmes de sécurité, il y a eu des rollbacks, donc des mises en arrière qui ont été faites au niveau de la blockchain parce qu'il y a eu des piratages, des hacks, etc., des gros bugs au début. Croyez pas en fait que là ils vont sortir un truc qui va directement bien marcher. Non. Pourquoi? Parce qu'en gros, l'équipe derrière, quand même, faut quand même vous mettre au courant que c'est pas une société. Ça reste amateur d'une certaine manière. Ils n'ont pas les mêmes règles de développement que peuvent avoir par exemple les banques. C'est plus amateur, je dirais, en termes de développement. Donc, qui dit ça, qui dit amateur, dit forcément plus de problèmes lors de la mise en production. Regardez juste Coinbase, quand ils ont voulu sortir leur wallet du Bitcoin Cash, c'était un fiasco. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes règles aussi strictes qu'en les banques quand elles sortent des nouvelles mises à jour. Donc forcément, il y a beaucoup de soucis. Donc, la question que vous devez vraiment vous poser, c'est est-ce que le Bitcoin est viable encore dans 5 à 10 ans? En fait, honnêtement, tout dépend de ce qu'ils arrivent à faire avec le Lightning Network. C'est très dur de se dire oui, c'est très dur de dire non. Ça va vraiment dépendre de ce qu'ils font du Lightning Network. S'ils arrivent à le mettre en production, si c'est un gros échec, si ils vont galérer des années et des années avant que ça sorte. Parce que le problème, c'est que la concurrence arrive. On a Ethereum qui arrive avec un système de Proof of Stake. On a Cardano qui va arriver cette année-là avec un système de Proof of Stake. Et c'est pareil, si Cardano arrive à faire ce qu'ils font, il y a moyen qu'en fait le Bitcoin se fasse écraser. Il y a tellement en fait de crypto-monnaies qui sont bien plus en avance d'un point de vue technologique par rapport au Bitcoin. J'ai envie de vous dire, c'est très dur. Donc pour moi, ça va rester un investissement, mais il va falloir le modérer. Il va pas falloir faire du all-in. Va falloir tout simplement investir qu'une faible partie, peut-être 5-10% dans le Bitcoin, que si jamais ils arrivent à faire ce qu'ils disent, évidemment qu'il y aura des répercussions au niveau du prix, c'est évident, mais si jamais ils n'y arrivent pas, il y aura aussi des répercussions au niveau du prix, et il ne faudrait pas en fait que certaines personnes y croient trop en fait. Moi j'ai envie en fait de vous faire redescendre un petit peu sur terre. Il y a un énorme hype, donc un énorme engouement à propos du Lightning Network, mais faites gaffe. Pour l'instant, ils n'ont rien prouvé. Pour l'instant, ils ont fait une alpha sur une très faible portion d'utilisateurs. J'ai envie de vous dire, on est très loin de la mise en production avec des millions et des millions de personnes.
Donc faites super gaffe à ça. Ne vous emballez pas trop vite. Franchement, prenez beaucoup plus de recul et diversifiez vos investissements parce que ne misez pas tout sur le Bitcoin s'il vous plaît. Beaucoup pourraient avoir une très grosse surprise si jamais ils essayent de faire ça. Voilà. Vidéo un petit peu longue, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vraiment, je pense que c'est assez intéressant de vraiment se dire est-ce que le Bitcoin a une chance de survie ou pas. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup à débattre par rapport à ça. Donc surtout, si vous avez des questions, si vous voulez débattre de ça dans les commentaires, n'hésitez pas. Je me ferai une joie de vous répondre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que la météo n'est pas trop mauvaise en France. Ici, comme vous pouvez le voir, on n'est pas trop mal. Il fait beau, il fait chaud. Donc moi, je vous dis bon week-end et à très bientôt.